Elle nettoyait le sol en marbre près de la porte 7 quand c'est arrivé. 3 voyageurs, perdus et affolés, l'entourèrent, l'un parlant arabe, un autre japonais et le dernier français. Elle n'hésita pas. Evelyne jonglait avec les langues comme une radio passant d'une station à l'autre. Calme, précise. Depuis la mezzanine, Thomas Moreau s'arrêta net. Il agrippa la rampe, plissant les yeux. Qui était cette femme? Et comment personne ne l'avait-il remarqué jusqu'à présent? De retour dans son bureau d'angle surplombant la ville, Thomas Moreau ne parvenait pas à chasser cette image. Une agente d'entretien, parlant 3 langues, sans effort, dans une gare où la plupart des cadres ne savaient même pas saluer dans une autre langue. Il appela les ressources humaines. Qui est de service au nettoyage cette semaine? Il ne savait pas. Personne n'avait jamais posé la question. Plus tard, cet après-midi-là, il la revit, poussant un chariot, tête baissée, invisible aux dizaines de personnes qui la croisaient. Mais pas pour lui, plus maintenant. Il l'observa parler doucement à un couple égaré en italien, puis donner des indications dans un portugais parfait à un technicien désorienté. Cette nuit-là, il chercha son nom dans la base de données des employés. Evelyne Cartier. Aucune note, aucun dossier, hormis des années de service impeccables dans un travail que personne ne remarquait. Ceci est l'histoire de la façon dont une femme, cachée aux yeux de tous, révéla une intelligence que personne n'attendait et changea tout. Mais Evelyne n'avait encore aucune idée de ce qui allait suivre. Evelyne Cartier arrivait chaque soir, juste avant le coucher du soleil, se faufilant par l'entrée de service de Transport Moreau SA. Son uniforme était toujours impeccable, sa posture droite. Elle saluait les gardiens de nuit d'un discret hochement de tête, roulait son chariot jusqu'au local à fourniture et commençait sa ronde sans un mot. 12 ans, 6 soirs par semaine, toujours le même itinéraire, toujours invisible. Dans les halls rutilants de la tour de l'entreprise, Evelyne faisait autant partie du décor que les murs. Elle se déplaçait dans les salles de conférence et les espaces de pause sans être remarquée. Son chariot cliquetant doucement sur le carrelage poli. Les cadres la croisaient avec des demi-sourires ou des « merci » polis, sans jamais lui demander son nom. Cela ne la dérangeait pas. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Son monde était silencieux, ordonné, mais pas vide. Aux heures calmes, après que la plupart des gens fussent rentrés chez eux, Evelyne s'asseyait 10 minutes sur un banc devant le département des langues. Elle n'avait pas le droit d'y entrer, mais de ce banc, elle pouvait entendre les enregistrements laissés par les étudiants, des salutations en mandarin, des termes commerciaux en swahili, des conversations en turc. Elle mémorisait tout. Elle avait des cahiers chez elle, des dizaines, remplis de vocabulaire, de notes de grammaire, d'exercices de prononciation. Personne ne le savait, personne ne demandait. Parfois, en essuyant des empreintes de doigts sur les portes vitrées, elle récitait silencieusement des verbes en allemand ou construisait des dialogues entiers en farci dans sa tête. Cela la maintenait vive, cela la gardait saine d'esprit. Mais au fond d'elle, Evelyne portait toujours la douleur d'une question qui ne la quittait jamais. Et si sa vie avait pris un tournant légèrement différent? Et si quelqu'un l'avait vue avant que la vie ne la rende invisible? La plupart du temps, elle enfouissait cette question sous le devoir, les factures et la fatigue. Mais certaines nuits, surtout les plus calmes, elle se laissait aller à y penser. Un soir, alors qu'elle nettoyait le hall de la direction, 2 jeunes analystes passèrent devant elle sans la remarquer. L'un laissa tomber un emballage de sandwich par terre. Evelyne se pencha pour le ramasser. L'un d'eux jeta un coup d'œil en arrière et marmonna « Elle ne parle probablement même pas français ». Ils rirent. Evelyne ne broncha pas. Elle se redressa simplement, jeta l'emballage et retourna à son travail. Mais quelque chose dans sa poitrine pesait plus lourd que d'habitude. Et ce fut la nuit où elle le revit, Thomas Moreau, l'observant depuis le couloir. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un la voyait vraiment. Et c'est là, dans ce couloir silencieux éclairé au néon, que tout commença à basculer. Evelyne avait autrefois rêvé en de nombreuses langues. Enfant dans une banlieue ouvrière près de Lille, son passe-temps favori n'était pas de jouer à la poupée.
c'était d'imiter les accents de la radio à ondes courtes de son père. À 11 ans, elle apprit seule les rudiments de l'espagnol grâce à un livre d'occasion. À 14 ans, elle s'essayait au russe, au coréen et à l'italien. Ses parents, ouvriers aux revenus modestes, pensaient que c'était une obsession inoffensive. Mais pour Evelyne, la langue était la liberté. Elle obtint une bourse pour l'université de Lille, avec une spécialisation en linguistique. Ses professeurs la qualifiaient de talent naturel, de imitatrice douée, quelqu'un doté d'une oreille quasi musicale pour le rythme et la tonalité. Son rêve? Devenir interprète diplomatique pour les Nations Unies. Elle pouvait déjà le voir, son propre nom sur une plaque, sa voix résonnant dans les conférences mondiales. Puis la vie s'en mêla. Lors de sa 2e année, sa mère fut diagnostiquée d'un cancer du pancréas. Son père ne put le supporter. Il partit. Evelyne laissa tout tomber. Études, emploi, rêve, pour s'occuper de la femme qui avait toujours cru en elle. Elle pensait que ce serait temporaire. Un semestre, peut-être 2. Mais après le décès de sa mère, il y eut des factures, des dettes. Et peu de temps après, Evelyne découvrit qu'elle était enceinte. Le père, un étudiant diplômé avec qui elle était brièvement sortie, disparut aussi vite que son dernier remboursement de frais de scolarité. Sa fille Rachel naquit l'hiver suivant. Evelyne accepta tous les emplois qu'elle put trouver. Caissière, secrétaire intérimaire, agente d'entretien de nuit. Le rêve fut replié, écrasé sous le poids de la vie réelle. Les années passèrent. Le loyer était dû. Il fallait faire les courses. Rachel avait besoin de fournitures scolaires, de visites chez le dentiste, d'un manteau chaud chaque hiver. Evelyne devint un fantôme, avec une serpillière et une volonté de faire. Fonctionnant, survivant, mais ne vivant jamais vraiment. De temps en temps, elle prenait un vieux roman français ou écoutait la radio turque en pliant le linge, juste pour se souvenir de ce dont son esprit était capable. Pourtant, elle se disait qu'il était trop tard. Le monde n'attendait pas les gens comme elle. Et même s'il l'avait fait, elle avait raté le coche. Maintenant, approchant la 50aine, avec des genoux qui lui faisaient mal par temps froid et une fille vivant à Lyon, Evelyne travaillait de nuit dans un immeuble rempli de gens qui ne connaissaient pas son nom. Mais elle portait toujours ses langues comme des graines dans sa poche, espérant stupidement qu'un jour elle pourrait à nouveau compter. Cette semaine-là, elle entendit des rumeurs concernant un changement à venir. Coupe budgétaire, licenciement, restructuration. Elle s'accrocha à sa routine, à son silence, au rythme invisible du nettoyage, de l'essuyage et de la disparition. Et elle croyait encore, d'une manière ou d'une autre, que peut-être, si elle travaillait assez dur, elle pourrait maintenir sa vie à flot. Mais la vérité était que les fissures avaient déjà commencé à apparaître. Le couloir devant le salon des cadres était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des néons et du ronronnement lointain d'une photocopieuse laissée allumée toute la nuit. Evelyne se tenait immobile, serpillière à la main, fixant la tache qui refusait de partir du marbre. Ce n'était pas seulement de la saleté, c'était quelque chose renversé d'un expresso haut de gamme, peut-être du caramel ou de la noisette. Quelqu'un d'important, probablement. Quelqu'un qui ne la remarquerait même pas si elle frotterait jusqu'à ce que ses jointures saignent. Elle s'accroupit, versa la solution et essaya à nouveau. La semaine avait été brutale. Son superviseur, Denis, l'avait appelé mardi dans le bureau de la maintenance. Il ne la regarda pas dans les yeux. « Nous avons eu une plainte », marmonna-t-il en tapotant un dossier cartonné. « Quelqu'un a dit que vous aviez été impoli avec un visiteur hier. » Evelyne cligna des yeux. « Impoli ?» Il haussa les épaules. « Vous n'avez pas souri. Vous avez donné des réponses brèves. Je sais que ce n'est probablement rien, mais la direction dit que nous devons enregistrer un avertissement. » Cela ressemblait à une gifle. Evelyne avait passé des années à perfectionner son invisibilité. Pas d'erreur, pas de perturbation. Elle s'excusa, même si elle n'avait rien fait de mal. Elle signa l'avertissement les mains tremblantes. Mercredi, elle trouva son chèque de paie allégé. Une erreur peut-être, ou peut-être l'une des nouvelles déductions dont on avait parlé dans le dernier courriel auquel elle n'avait pas pu accéder.
Les mises à jour de l'entreprise ne parvenaient désormais que via le portail du personnel, et elle n'avait pas d'identifiant de connexion. Elle était une prestataire externe, pas vraiment partie de l'équipe. Cette nuit-là, il plut fort. Des gouttes froides et vives contre les hautes fenêtres. La salle de pause du personnel de nettoyage fut légèrement inondée à cause d'une dalle de plafond fissurée. Personne ne vint la réparer. Evelyne épongua et laissa un panneau de sol mouillé. Elle mangea son dîner dans le local à fourniture. Un sandwich détrempé, sans appétit. Sa fille avait appelé ce matin-là, haletante d'excitation. Rachel avait décroché un nouveau poste à Lyon. Une promotion. Elle déménageait. « J'aimerais pouvoir te rendre visite plus souvent, maman, » avait-elle dit. « Mais tu sais comment c'est. » Evelyne avait dit qu'elle comprenait. Bien sûr qu'elle comprenait. Elle s'assit cette nuit-là sur une caisse de bouteilles de savon industriel, mâchant en silence, tandis que les larmes montaient et séchaient aussi vite. Pas de temps pour l'apitoiement. Pas de place pour ça. Jeudi, 2 jeunes associés passèrent alors qu'Evelyne rangeait du papier toilette dans les toilettes des dames. « Elle est encore là, celle-là » chuchota l'une. « Là, probablement un matelas au sous-sol » rit l'autre. Il ne savait pas qu'elle entendait. Il ne le savait jamais. Cette nuit-là, elle pointa 5 minutes en retard. Personne ne le remarqua. Personne ne le remarquait jamais. Et pourtant, elle se présenta le lendemain à l'heure, les cheveux attachés, l'uniforme propre, les yeux lourds. Mais quelque chose se brisa. Elle commença à se demander si elle avait tout gâché. Les rêves, la discipline, les sacrifices. À quoi tout cela avait-il servi ? Ce soir-là, elle nettoyait le hall du niveau inférieur lorsqu'elle remarqua un jeune homme devant le distributeur automatique, luttant pour lire les instructions sur l'écran tactile. Il avait l'air frustré, perdu. Son accent était prononcé, d'Europe de l'Est peut-être. Il marmonna quelque chose en polonais. Sans réfléchir, Evelyne s'approcha. « Essayez d'appuyer sur celui-là », dit-elle doucement en polonais parfait. « Ça réinitialise l'écran. » Il cligna des yeux. « Vous parlez polonais ?» Elle sourit. « Un peu. » Il obtint son en-cas, la remercia 2 fois, puis partit. Evelyne resta là un instant de plus. Ce ne fut pas un grand moment, ce n'était pas héroïque. Mais cela lui rappela, elle n'avait pas tout perdu. Pas complètement. Pourtant, elle ne s'attendait pas à ce que quoi que ce soit change. Pas cette nuit-là, jamais. Elle retourna à son chariot, reprit l'ascenseur de service pour nettoyer l'aile est. Et à cet instant, elle ne savait pas que quelqu'un avait tout vu depuis une salle de conférence vitrée à l'étage. Quelqu'un qui n'était pas censé être là si tard. Thomas Moreau reposa sa tasse de café, fixant l'écran de contrôle qui montrait le hall du distributeur automatique. Il regarda Evelyne disparaître à nouveau dans l'ombre. Il ne dit pas un mot, mais quelque chose avait changé. « Et vous êtes-vous déjà senti comme si personne ne vous voyait vraiment, comme si votre valeur était cachée sous un uniforme ou un titre qui ne racontait pas votre histoire? Si quelque chose dans le silence d'Evelyne vous parle, partagez votre histoire dans les commentaires. On ne sait jamais. Vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour retrouver sa voix. » Le lendemain soir, Evelyne arriva en avance. Pas de beaucoup, juste 15 minutes, mais assez tôt pour éviter l'agitation des voies et des chariots sur le quai de chargement. Elle aimait le calme avant le chaos. Cela lui donnait le temps de respirer. Elle avait à peine noué son tablier lorsque son superviseur apparut. « Evelyne » dit-il en se grattant le cou. « Monsieur Moreau a demandé à vous voir. » Elle cligna des yeux. « Moi ? Oui. Il est encore en haut. Il a dit que ça ne prendrait pas longtemps. » Sa poitrine se serra. 1000 pensées traversèrent son esprit. Avait-elle manqué un service? Était-ce à propos de l'incident du distributeur automatique? Elle s'essuya les mains sur une serviette en papier, lissa ses manches et suivit les indications jusqu'à l'étage de la direction. Un endroit où elle n'était jamais allée. L'ascenseur était silencieux. Trop propre, trop rapide. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par un éclairage tamisé, des parois de verre et de silencieux couloirs moquetés. Tout sentait les agrumes et le bois poli.
Thomas Moreau attendait devant son bureau, les bras croisés, non pas avec impatience, mais avec quelque chose qui ressemblait davantage à de la curiosité. « Madame Cartier, dit-il en offrant un sourire, avez-vous une minute ?» Elle acquiesça. « Oui, monsieur. » Il la fit entrer, lui offrit un siège, lui versa un verre d'eau sans demander, puis il s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux, le regard fixe. « J'ai vu ce que vous avez fait hier, » dit-il simplement. Le souffle d'Evelyne se coupa. Avec le distributeur automatique et avec les touristes italiens la semaine dernière, et le technicien mardi, et la dame allemande à la réception il y a un mois. Elle baissa les yeux. « Je suis désolé, je ne voulais pas outrepasser mes fonctions. »« Vous ne l'avez pas fait, » l'interrompit-il doucement. « Vous avez aidé, efficacement, calmement, avec aisance. » Il se pencha en arrière. « Combien de langues parlez-vous » Elle hésita. « 9, y compris le français. » Il sourit. Mais ce n'était pas suffisant. C'était respectueux. « Comment ?» Elle lui raconta, pas toute l'histoire, mais assez. Son amour des langues, ses années d'études, les livres, les enregistrements, les exercices de mémoire, les rêves qui n'étaient jamais tout à fait morts. Lorsqu'elle eut terminé, Thomas resta assis en silence pendant un long moment. « Je ne sais pas ce que nous allons faire ensuite, » dit-il finalement. « Mais je sais une chose, quelqu'un comme vous ne devrait pas être invisible ici. » Evelyne ne dit rien. Mais alors qu'elle quittait son bureau et retournait dans l'ascenseur, quelque chose avait changé. Elle ne savait pas si cela aboutirait à quelque chose, mais pour la première fois depuis des années, elle voulait y croire. Le lundi suivant, Evelyne reçut une enveloppe au début de son service. À l'intérieur se trouvait une note de service imprimée du bureau de la direction. Mission temporaire de soutien linguistique, liaison multilingue. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas une promotion, pas encore, mais c'était quelque chose. Thomas avait organisé sa participation à une réunion matinale avec une délégation de Milan. L'interprète habituel de l'entreprise avait annulé. Evelyne devait aider. Elle n'avait pas mis les pieds dans une salle de réunion depuis plus de 20 ans. Ce matin-là, elle entra avec un blazer emprunté et un pouls silencieux qui battait dans ses oreilles. 10 cadres en costume, moitié italiens, moitié de l'entreprise, étaient assis autour d'une longue table polie. Thomas lui fit un signe de tête. Elle prit le siège qu'il lui avait réservé. Au début, les Italiens semblèrent confus. Une agente d'entretien? Mais quand Evelyne les salua dans un italien impeccable et professionnel, avec l'accent régional en prime, ils se calèrent dans leur siège, les sourcils levés. Au fur et à mesure que la réunion se déroulait, Evelyne traduisait avec précision et empathie. Elle ne se contentait pas de relayer des mots, elle captait le ton, le rythme, le sens. À la fin, la salle acquiesçait, riait, était détendue. Un représentant italien dit à voix haute « Elle comprend mieux que nos 3 derniers traducteurs. » Thomas sourit. « Je sais. » Quand ce fut terminé, Evelyne aida à empiler les tasses et sortit discrètement. Mais quelque chose la suivit hors de cette pièce, la prise de conscience. Les gens commençaient à la remarquer. Cette semaine-là, on lui demanda d'aider pour des appels à un fournisseur au Japon, puis de traduire des révisions de contrat du français. À chaque fois, elle assura, discrètement, complètement. Le mot commença à se répandre, et pour la première fois depuis des années, Evelyne traversa le hall sans baisser les yeux. Mais la visibilité avait un prix. Certains membres du personnel chuchotaient. Quelques-uns levaient les yeux au ciel. « La femme de ménage est un génie maintenant ?» entendit-elle une fois dans le couloir. D'autres étaient plus froids. Marguerite Dubois, directrice des opérations, confronta Thomas. « Qu'est-ce que nous faisons exactement ?» lança-t-elle. « Nous créons des emplois par charité ?» Thomas répondit calmement. « Non, nous corrigeons une négligence. » Pourtant, Evelyne sentait la tension. Lors des réunions, certains responsables ignoraient ses contributions. D'autres demandaient « Quelqu'un peut-il vérifier sa traduction ?» comme s'ils attendaient qu'elle fasse une erreur. Chez elle, elle fixait ses cahiers et se demandait si tout cela était une erreur. Si elle était trop vieille, trop tard, si les années de silence avaient érodé quelque chose d'essentiel. Un soir,
Après une journée épuisante à traduire 3 réunions consécutives, elle faillit demander à être réaffectée, retourner au service de nuit, retourner à ce qui était connu. Mais alors, une lettre arriva, manuscrite, sans signature. « Nous vous voyons. S'il vous plaît, n'arrêtez pas. » Elle ne savait pas qui l'avait envoyée, mais elle la garda dans sa poche le lendemain. Et lorsque Marguerite Dubois passa devant elle sans un mot, Evelyne se tint un peu plus droite. Ce n'était pas une faveur, c'était un commencement. 2 semaines plus tard, Transport Moreau fut confronté à une crise. Une négociation à fort enjeu avec une entreprise d'infrastructure du Maroc était en train d'échouer. Incompréhension, retard, faux pas culturels. La délégation arrivait cet après-midi-là. Le service juridique paniquait. L'équipe internationale n'avait pas d'interprète disponible. Thomas se tenait au milieu de la salle de conférence du 18e étage, se massant les tempes. « Faites venir Evelyne, dit-il. Une pause. « Monsieur ?» demanda quelqu'un, comme s'il n'avait pas bien entendu. « Evelyne Cartier, faites-la monter !» 20 minutes plus tard, Evelyne entra, vêtue d'un chemisier bleu marine, d'un pantalon noir et d'une confiance tranquille qui n'était pas là des semaines auparavant. Elle prit place au bout de la table, saluant respectueusement les 5 cadres marocains. La pièce était tendue, polie mais vive. L'un des hommes posa une question en arabe, mesurée, formelle. Sans sourciller, Evelyne répondit dans un arabe clair et fluide, pas seulement la langue, mais le dialecte. Elle inclina légèrement la tête en signe de salut, choisissant des mots qui reflétaient la dignité et la familiarité. Les hommes clignèrent des yeux. L'un sourit, un autre se pencha en avant, intrigué. Au fur et à mesure que la réunion avançait, Evelyne guida les 2 parties à travers les révisions de contrats, les nuances culturelles, les attentes et même les commandes pour le déjeuner. Lorsque le président marocain fit une plaisanterie tendue, elle la traduisit avec soin et offrit une petite réponse appropriée de sa part qui fit rire tout le monde. L'atmosphère changea. Au moment de la signature des documents, on se serrait la main et on échangeait des courriels pour le suivi. Lorsque le président marocain se leva, il se tourna vers Evelyne et toucha doucement sa poitrine, un signe traditionnel de gratitude. « Vous parlez plus que la langue, » dit-il en anglais. « Vous parlez aux gens. » Thomas observa l'échange, la gorge nouée. Après que tout le monde fut parti, la pièce resta dans un silence stupéfait. Un jeune associé chuchota « Elle vient de sauver un contrat de 12 millions d'euros. » Quelqu'un d'autre ajouta « Elle ne l'a pas seulement sauvé, elle l'a maîtrisé. » Thomas s'approcha d'elle. « Êtes-vous libre un instant ?» Evelyne se leva. « Bien sûr. » Il la conduisit sur le balcon surplombant la ville. La lumière du soleil les inondait par derrière. La ligne d'horizon scintillait. « Vous n'avez pas seulement traduit aujourd'hui, » dit-il. « Vous avez comblé un vide dont je ne savais même pas que nous souffrions. » Elle le regarda hésitante. « Je fais juste ce que je sais faire. »« Non, » répondit-il. « Vous faites ce pour quoi vous êtes né. » Et pour la première fois, Evelyne le crut. Ce n'était pas emprunté. Ce n'était pas de la chance. C'était à elle. Quelques semaines plus tard, une nouvelle plaque nominative fut installée au 14e étage. Lettre simple, élégante, en acier brossé. Evelyne Cartier, directrice de l'intégration culturelle, pas d'inauguration. Pas de discours. Juste un symbole discret de quelque chose attendu depuis longtemps. Evelyne travaillait désormais aux côtés des équipes dont elle nettoyait autrefois les locaux. Elle rencontrait des partenaires de Séoul, Dubaï et Montréal. Elle concevait des sessions d'intégration interculturelle. Elle formait les chefs de département aux nuances linguistiques, à l'étiquette et à l'empathie humaine. Mais son projet préféré? Une nouvelle initiative interne. Le programme des voix cachées. Ouvert à tout le personnel non administratif, il offrait des cours de langue gratuits, du mentorat et un accès à des filières de promotion. Dès la première semaine, plus de 60 agents d'entretien, employés de cafétéria et agents de maintenance s'inscrivirent. Et Evelyne mit un point d'honneur à rencontrer chacun d'entre eux. Elle leur dit la vérité, que la fluidité n'était pas toujours une question de grammaire, que le génie ne portait pas toujours un costume, et que parfois, les voix les plus négligées
portait les vérités les plus claires, parce qu'elle l'avait vécu, elle l'était, et maintenant, elle écoutait. Combien d'Evelyne avez-vous croisé sans le savoir? Combien d'histoires sont restées cachées derrière des badges, des uniformes, et le silence, attendant simplement que quelqu'un pose la question. Peut-être avez-vous été cette personne, négligée, sous-estimée, portant silencieusement quelque chose d'extraordinaire. Si cette histoire vous a touché, laissez-la résonner. Laissez un like pour que d'autres puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Sa valeur ne disparaît pas simplement parce qu'elle n'a pas encore été vue. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la voix cachée la plus incroyable que vous ayez jamais rencontrée? Ou peut-être, est-ce vous? Parce que le génie ne demande pas la permission. Il attend jusqu'au moment où quelqu'un écoute enfin. Et si vous croyez qu'il y a d'autres histoires comme celle d'Evelyne, abonnez-vous à la chaîne. Nous en avons tellement d'autres à raconter.